aborder, alors je lance, excusez-moi. Voilà, nous allons donc aborder aujourd'hui les 5 principales consultations que vous êtes amenés à voir en ophtalmologie du chat. Donc si vous avez des questions, vous savez que vous avez le chat, donc j'essaierai de les regarder régulièrement, n'hésitez pas. Est-ce que le son et l'image sont bons? C'est OK? Alors on y va. Bon, on me signale que c'est parfait. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Medcom, comme d'habitude, ainsi que le laboratoire TVM qui est partenaire de cette conférence. Alors, il a fallu que je fasse un choix entre 5 cas classiques chez le chat, le but étant de voir les plus fréquents et les plus typiques et qui peuvent comporter parfois des pièges qui seront à éviter. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Cas numéro 1. Il s'agit d'un chat européen femelle de 3 ans. Vous voyez ici l'œil gauche. Ce chat présentait un coryza. Il avait présenté un coryza 2 ans auparavant. La douleur était forte au niveau de cet œil, donc il avait un blépharospasme, c'est-à-dire qu'il clignait de l'œil à cause de la douleur. L'œil était rouge et il avait un écoulement. Au moment de l'examen ophtalmologique, on inspecte les annexes, on voyait une simple conjonctivite. Le test de Schirmer était abaissé sur cet œil gauche, il était à 5. Ce qui était faible, puisque vous savez que le test de Schirmer est normalement entre minimum 10 mm et on considère le minimum chez le chat à 8 mm. Donc là, 5 mm, il y avait un manque de larmes, et vous pouvez le voir tout de suite qu'au moment du test fluorescéine, test à la fluorescéine, on pouvait voir ici plusieurs petits ulcères. Donc vous les voyez là, il y avait 4, même 5 petits ulcères, plutôt ronds et avec des petites zones dendritiques, c'est-à-dire la fluorescéine qui suit de façon linéaire les nerfs de la corne. Donc on parle d'ulcères ponctués et dendritiques. Les hypothèses. Lorsque vous avez des ulcères comme ceci chez un chat, alors, on me demande la définition dendritique, on va y venir parce que je vais vous montrer un cas avec un bel ulcère dendritique. Donc les hypothèses, les voici. L'hypothèse numéro 1, c'est une cause infectieuse et principalement virale, avec l'herpès virus qui est l'agent infectieux principal en ophtalmologie du chat. Nous, en tant qu'ophtalmo, il ne passe pas un jour sans que l'on voit un chat atteint d'herpès qui présente des lésions, soit de conjonctivite, soit de kératite, soit d'ulcère, comme le cas que je vous montre ici. Et je pense que vous êtes amené à en voir aussi très souvent. Donc c'est vraiment, dès que vous avez une lésion cornéenne ou conjonctivale chez un chat, pensez à l'herpès en première hypothèse, avec des formes très caractéristiques, comme nous allons le voir. Les calicivirus, qui peuvent être responsables aussi de lésions oculaires, mais qui ne touchent que la conjonctive, jamais la cornée. Chlamydiose, pareil, ça crée des conjonctivites, mais pas de kératite ni d'ulcère. Mycoplasmose, pareil. Et des agents bactériens, donc des infections bactériennes, mais qui sont généralement des surinfections bactériennes. Il est rarissime chez le chat, comme chez le chien d'ailleurs, d'avoir des infections primaires bactériennes. Donc, en général, c'est un virus qui correspond à l'infection primaire, avec secondairement le développement d'une bactérie. Deuxième hypothèse après l'infection, un traumatisme, un choc, des chats qui se battent par exemple, ou chimique, avec la projection d'un produit chimique dans l'œil. Donc, voici les hypothèses. Donc, comme je vous le disais, l'hypothèse numéro 1 est celle d'un virus, et en particulier du virus herpès. Si vous avez besoin de confirmer cela, vous pouvez réaliser des tests, en particulier des tests PCR. Là, très souvent, chez le chat, le diagnostic est clinique, avec des formes qui sont pathognoméniques. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est que dès que la cornée est touchée, lorsqu'il s'agit d'une atteinte infectieuse et que la cornée est touchée, kératite ou ulcère, ce qui est le cas là, seul l'herpès peut provoquer ces lésions. Les autres, calicivirus, chlamydiose, mycoplasmose, n'atteignent pas la cornée, ne touchent que la conjonctive. Donc là, le diagnostic est facile. Et on a ensuite des formes
pathognomonique, c'est-à-dire typique de cette affection. Les examens complémentaires donc, sont la PCR. Il existe des tests pour l'herpès virus, le calicivirus, la chlamydiose, la mycoplasmose. Donc vous faites des prélèvements sur tube sec et nous allons voir après comment réaliser ce prélèvement. Dans le cas présent, est-ce qu'il était nécessaire de faire cette PCR? En première intention, je ne pense pas, car le diagnostic est clinique. Vous avez des ulcères qui sont caractéristiques dans ce cas-là. Comme je vous le disais, avec des ulcères ponctués et des ulcères dendritiques, c'est-à-dire des ulcères qui suivent les nerfs de la cornée. Et c'est cette forme caractéristique de lésion d'ulcère, avec le test fluo qui vous permet de les mettre en évidence. Ces formes caractéristiques sont donc pathognomoniques, caractéristiques de l'herpès. Donc dans ce cas, pas besoin d'aller faire une PCR. L'intérêt peut être pour un suivi de traitement. L'intérêt de la PCR sera donc plus dans des cas de conjonctivite pour différencier l'herpès de la chlamydiose, de la mycoplasmose ou d'un calicivirus. Donc dans le cas présent, chez ce chat, il s'agissait d'ulcères cornéens ponctués et dendritiques d'origine herpétique et donc pathognomonique. Pas besoin de faire d'examen complémentaire. Et il y avait une insuffisance lacrymale associée, car si vous vous souvenez, le test de Schaber était de 5 mm, qui est faible, et très souvent lors d'infections herpétiques, vous avez des insuffisances lacrymales secondaires, car le virus herpès touche aussi la glande lacrymale, qui est dans la paupière supérieure. Cette glande lacrymale qui va donc être lésée par l'herpès, donc il y a une adénite, une inflammation liée à la présence du virus, qui fait que la sécrétion lacrymale diminue. Alors, le traitement des infections herpétiques, des ulcères herpétiques, comme le cas que vous avez vu à l'instant. On essaye de privilégier certains traitements, de ne pas dépasser 3 traitements pour des raisons d'observance. Un antibiotique en local, en collyre ou pommade, minimum 3 fois par jour, et on part sur 1 mois de traitement. Les traitements des herpès sont toujours longs. Moi, je pars d'emblée sur un traitement de 1 mois minimum. Donc 1 mois, raison de 3 fois par jour, soit de la télémédecine, de l'ophtalon, ou donc en vétérinaire, ou alors en santé humaine, peut être prescrit en pharmacie, de la tobramycine, donc le Tobrex collyre, et chiproxine. L'antiviral local, on associe donc à l'antibiotique. Les antiviraux, on en a beaucoup à disposition. Vous pouvez trouver le Virofta, par exemple, qui est de la trifluridine, que j'utilise beaucoup, ou alors le Virgan, c'est le Ganciclovir. Donc en pharmacie, le Virofta est en collyre, le Virgan en gel, et donc le propriétaire va l'appliquer, l'instiller 3 à 4 fois par jour. Et pareil, nous partons sur 1 mois de traitement. Et enfin, un antiviral par voie générale qu'on utilise de plus en plus et qui est prescrit pendant 3 semaines, c'est l'Oravir. Donc c'est le famciclovir qui est vraiment très intéressant dans ces affections virales, herpétiques, chez le chat. On prescrit de l'Oravir à 125 mg. La posologie est de 1 comprimé 2 fois par jour chez un chat de 4 kg. Bon, après, vous l'adaptez. Mais voici la posologie moyenne. Dans la bibliographie, vous verrez plein de posologies différentes, mais voici celle qui fait plutôt consensus. Donc vous voyez, le traitement n'est pas très lourd. Un antibiotique en local, un antiviral en local et un antiviral par voie générale. Ça, c'est le traitement de base qui peut bien sûr être modulé avec beaucoup d'autres traitements, mais je ne vais pas tous les citer. Après, ça dépendra de la clinique et on va avoir des cas un petit peu différents. Et parfois même, le traitement est chirurgical. Sur des cas d'ulcères qui évoluent en ulcères à bord décollé, par exemple, ou des ulcères qui se surinfectent avec des bactéries pseudomonas, vous pouvez avoir des enzymes collagénases qui se développent, des ulcères qui partent en profondeur. Et dans ce cas-là, on associera souvent un traitement chirurgical avec soit une greffe de conjonctive, lorsqu'il s'agit d'ulcères profonds, soit une kératectomie superficielle s'il s'agit d'un ulcère à bord décollé. Voici le chat, donc, vous avez vu tout à l'heure, avec ses 4 ulcères, à 15 jours avec ce traitement. Donc, juste antibiotique en local, antiviral en local et antiviral par voie générale, donc le Ravir.
En 15 jours, on a obtenu une cicatrisation. On continue quand même le traitement parce qu'on part sur un mois de traitement. Il faut savoir que très souvent, ces ulcères ou ces atteintes d'origine herpétique sont liées à un stress occasionné chez le chat qui provoque des résurgences, des réapparitions du virus au niveau oculaire. Donc ça, c'est vraiment très très classique. Hein. C'est récidive d'herpès ou la persistance de l'infection à cause d'un stress identifié. Ça peut être soit le voyage du propriétaire, le transport de l'animal, des anesthésies générales aussi, ça peut être donc lié à une hospitalisation chez vous, en clinique. Voilà, tout stress chez un chat peut provoquer une récidive d'herpès. On me demande antiviral par voie générale, c'est bien 2 fois par jour. Hein. Je vous le remets. Peut-être une erreur. Oui, c'est une erreur. Je suis désolé, j'ai fait une erreur sur cette diapo. Merci de l'avoir fait remarquer. L'antiviral, c'est matin et soir. D'ailleurs, c'est remarqué ici. Voilà. Un comprimé 2 fois par jour. Donc, désolé pour cette erreur. Donc, un comprimé matin et soir. Vous partez sur 3 semaines. Loravir 125 mg pour un chat de 4 kg. Ce chat, on le revoit 15 jours après. C'est le propriétaire qui l'amène. Et là, alors, on me demande, l'antiviral par voie générale est-il indispensable? Ce n'est pas systématique, en fait, hein, c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai que sur des cas plutôt sans ulcère, lorsqu'il y a juste une conjonctivite ou une kératite, vous pouvez partir juste sur un traitement local avec antibiotique antiviral. L'antiviral par voie générale, donc le famciclovir, Loravir, je le prescris sur des ulcères, comme ceux que vous avez vus, lorsque le cas a un petit peu traîné, voilà, mais ce n'est pas forcément en première intention. Question intéressante. On me pose la question de la lysine, je l'aborderai tout à l'heure. En tout cas, par rapport à ce cas, donc on le revoit 15 jours après, et vous voyez donc que l'ulcère est bien cicatrisé. Ainsi, pour illustrer que parfois vous êtes obligé de cautériser si vous débridez localement avec de la bétadine solution lorsque l'ulcère est à bord de collé. Et voilà, donc ce chat, je le revois 2 mois après, le propriétaire me le ramène, alors que la cornée était très belle, comme vous l'avez vu, et on voyait 2 mois après une opacité qui apparaissait, avec un aspect un peu blanchâtre en relief, et il s'agissait d'une kératite eosinophilique, ce qui est assez fréquent lors d'affection herpétique. C'est une complication assez fréquente dans un deuxième temps des ulcères herpétiques. Donc là, le traitement de la kératite eosinophilique correspond à une infiltration par les éosines des éosinophiles dans la cornée. Le traitement, ce sont les corticoïdes en collyre, plus ou moins une injection sous-conjonctivale que vous pouvez faire, et qui va vous permettre donc de traiter cette kératite. Alors le souci, c'est que les corticoïdes sont plutôt contre-indiqués, même assez contre-indiqués lors d'herpès, donc à faire sous surveillance et si possible en associant à un traitement antiviral. Donc, on associe les corticoïdes et un antiviral en local ou par voie générale, Loravir, pour éviter une récidive de l'herpès chez ce chat qui présentait donc un herpès auparavant, mais qui avait évolué vers une forme plutôt inflammatoire et eosinophilique. Parfois, on les traite, ces kératites eosinophiliques, avec une chirurgie. Beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tout de suite, on verra peut-être à la fin. La teinture d'iode, oui, ça peut être utilisé à la place de la bétadine, tout à fait. C'est un petit peu plus cautérisant, donc il faut faire attention, ça peut laisser des traces. Voilà le même chat, 1 mois après son traitement corticoïde associé à un antiviral. Donc vous voyez que l'effet anti-inflammatoire a bien agi, vous avez une cornée qui redevient transparente, vous avez réussi à traiter la kératite eosinophilique. Voici donc la chronologie. Hein. Le chat qui vous est présenté tout d'abord pour des ulcères herpétiques, mise en place d'un traitement anti-herpétique, d'accord, donc Virofta ou Virgan et éventuellement Loravir, enfin dans ce cas on avait utilisé Loravir, et 2 mois après, une kératite à nouveau, mais cette fois différente. Il s'agissait d'une kératite eosinophilique avec cet aspect, là encore, caractéristique. Alors bien sûr, vous pouvez faire une cytologie sur ces granulomes inflammatoires pour trouver des éosinophiles, mais là, le diagnostic est clinique, c'est-à-dire que vous avez un granulome blanc, un peu caséeux, en relief, caractéristique, pour ne pas dire pathognomonique, de la kératite eosinophilique. Et voici
1 mois après traitement corticoïde, de guérison complète. Les causes, voilà, je voulais rappeler que les conjonctivites peuvent être dues à l'herpès, le calicivirus, mycoplasma et chlamydia. Donc c'est ces agents infectieux qu'on peut rechercher parfois par PCR, dans certains cas lors de conjonctivite. Mais quand vous avez une kératite et un ulcère, uniquement, il faut avoir en tête que c'est uniquement l'herpès qui est la cause de cet ulcère ou de cette kératite. Voilà, ceci pour rappeler donc que c'est le stress qui fait que l'herpès qui est latent dans le ganglion ménacaire récidive, se déclare au niveau de la sphère oculaire avec plusieurs formes différentes. Juste, si vous faites des PCR, donc vous instillez une goutte de cébésine collée ou tétracaïne pour insensibiliser la surface cornéenne et conjonctivale. Vous attendez quelques minutes et vous allez prendre une cytobrosse. Il y a eu plusieurs études qui ont comparé le coton-tige, la cytobrosse, les filtres, pas mal de techniques de prélèvement. Et une des meilleures techniques et des plus simples, c'est de prendre une cytobrosse comme celle-ci, de la frotter dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, comme ici, en faisant la procidence de la membrane excitante, donc en région ventrale, et vous allez donc prélever du matériel, en particulier donc du virus. Ensuite, vous coupez votre extrémité, vous placez dans un tube sec et vous l'envoyez à un laboratoire qui réalise les PCR. Il y en a beaucoup maintenant en France. Donc la cytobrosse, très bien, mais retenez que là aussi, il y a des études qui ont montré, c'est vraiment intéressant, que c'est en prélevant sur la conjonctive et sur la cornée. Donc vous pouvez frotter, en faisant quand même attention, vous pouvez frotter un petit peu sur la cornée, pas trop fort, pour prélever, et donc lors de kératite, lors de kératite et d'ulcère. Lorsque vous n'avez qu'une conjonctivite, vous ne prélevez que sur la conjonctive. Mais en tout cas, les études ont montré que vous multipliez par 2 les chances d'avoir du virus, donc de limiter les faux négatifs en prélevant sur la cornée lorsque vous avez une kératite ou bien un ulcère. Et donc, bien, toujours sur tube sec, pas d'autres tubes. Les autres lésions, rapidement, donc vous avez vu donc, des ulcères plutôt ponctués, mais chez le chat, on peut avoir lors d'herpès des lésions dendritiques. Donc celle-ci est vraiment très caractéristique. Vous voyez avec cet aspect un petit peu comme un arbre. Donc là, vous voyez bien l'ulcère dendritique avec l'herpès qui suit le nerf de la cornée. Donc ça, c'est vraiment pathognomonique, d'accord? Parce qu'on me demandait la définition tout à l'heure. Ici, lorsque les lésions évoluent, vous allez avoir une coalescence de ces lésions dendritiques jusqu'à avoir des lésions en carte de géographie, qui sont elles aussi caractéristiques de l'herpès. Des ulcères qui peuvent se surinfecter, donc l'herpès ouvre la porte en lésant l'épithélium et ensuite s'engouffre des bactéries, souvent des pseudomonas, des staphylocoques, des streptocoques, qui vont faire que l'ulcère va aller en profondeur. Les autres lésions caractéristiques qui sont secondaires à un virus herpès, mis à part les ulcères et les conjonctivites, vous avez les symblepharons, qui sont les adhérences, qui correspondent à des adhérences entre la conjonctive et la cornée. Les séquestres, qui sont considérés comme souvent consécutifs à la présence de l'herpès dans la cornée du chat. Des kératites métaherpétiques, qui sont des kératites dysimmunitaires post-herpétiques, et la kératite eosinophilique, comme celle que l'on a vue dans le cas que je vous ai présenté. Voilà une lésion vraiment caractéristique, là encore, avec ce foyer caséeux très très caractéristique de la kératite eosinophilique. Cas numéro 2. Voici un chat persan, femelle de 5 ans, qui présente une lésion comme celle-ci. Les commémoratifs, le chat était douloureux, donc il y avait un blépharospasme, une fermeture de cet œil, une rougeur et un écoulement. À l'examen ophtalmologique, on notait en inspectant les paupières et la membrane excitante qu'il n'y avait pas de lésion particulière, une conjonctivite, une zone de nécrose au centre, d'accord, nécrose cornéenne foncée, qui est caractéristique du séquestre cornéen. Le test de Schirmer normal et un test fluo positif en périphérie de cette zone de séquestre. Donc là, le diagnostic, là encore, il est clinique. Pas besoin d'aller faire des tests, des prélèvements. Il s'agit d'un séquestre cornéen félin. Les causes à bien avoir en tête, c'est en
tout frottement en fait, hein, sur la cornée peut provoquer un séquestre cornéen. Donc, les entropions chez le chat qui sont assez fréquents hein, et qui occasionnent une irritation importante de la cornée et qui provoquent secondairement des séquestres cornéens, un petit peu comme cela. Et là, chez le chat en question, il n'y avait pas d'entropion. Les cils ectopiques ou disticasis, enfin plutôt ectopiques, qui en frottant sur la cornée peuvent entraîner des séquestres des cornées. L'herpès, c'est une cause bien connue, à peu près 50% des cas de séquestres liés au virus herpès. Les insuffisances lacrymales chroniques, qui favorisent là encore la présence de séquestres cornéens. Et enfin, une composante génétique. On sait très bien que les persans, par exemple, sont prédisposés et on sait que les séquestres cornéens auraient une composante génétique et une des plus fréquentes. Le traitement, pas de traitement médical, juste bien sûr pour soulager, vous pouvez mettre de l'atropine en collyre, un antibiotique pour éviter les surinfections, traiter l'ulcère périphérique, mais pour retirer la lésion de séquestre cornéen, et là encore on voit souvent des traitements médicaux, hein, ça arrive pour essayer, des traitements médicaux pour tenter de traiter ces séquestres, et je crois qu'il ne sert à rien de s'obstiner, vous n'aurez pas de cicatrisation, vous n'aurez pas de disparition d'un séquestre comme celui-ci, autrement que par la chirurgie. Donc, par la kératectomie superficielle. Donc c'est une kératectomie superficielle, c'est-à-dire l'exérèse de la partie superficielle de la cornée, l'épithélium et le stroma antérieur, sauf lorsque les ulcères, les séquestres sont très profonds, dans ce cas-là, vous faites la kératectomie superficielle associée à une greffe de parodontie. Dans le cas présent, le séquestre n'était pas très présent, donc uniquement une kératectomie superficielle a été nécessaire et suffisante, comme dans le cas présenté, où vous avez ici le résultat post-opératoire à 1 mois. Vous voyez que ce chat ne présente plus de séquestre, plus de coloration marron. La cornée est bien cicatrisée, on voit qu'elle est bien brillante, et il persiste juste une zone de fibrose cornéenne, qui correspond à la cicatrice. Donc il va s'estomper dans les mois qui viennent, dans les mois qui suivent. Vous avez souvent ces cicatrices qui disparaissent par une réorganisation des fibres de collagène de la cornée. Voici pour vous montrer le avant-après, hein, donc ce séquestre cornéen avant chirurgie et après chirurgie, avec une cornée qui devient plutôt solide, des risques de récidive toujours possibles, même s'ils sont finalement relativement rares. Si vous supprimez la cause, par exemple s'il y a un entropion, il est évident qu'il faut bien sûr corriger l'entropion, en plus de cette technique de kératectomie superficielle. Cas numéro 3, il s'agissait d'un chat européen mâle de 10 ans, donc plutôt âgé, avec, donc coloration marron de l'iris, c'était les motifs de consultation, on voit bien, complètement différent de l'autre œil. Alors, je n'ai pas en photo l'autre œil, mais l'œil était quasiment jaune. Donc là, on voit qu'il y a eu une coloration marron qui s'est installée sur 1 an chez ce chat, progressive. Et là, je crois que ça ressemble pas mal à votre quotidien. Je pense que très souvent, vous avez comme ça des propriétaires de chats qui vous amènent leur animal pour une pigmentation progressive de l'iris. On voit bien que c'est l'iris qui est touché et qui devient foncé au fur et à mesure de façon plus ou moins rapide. Et là, dans le cas présent, c'était plutôt une évolution lente. Vous allez faire un examen de biomicroscopie. Si vous n'avez pas de biomicroscope, c'est-à-dire de lampe à fendre, vous le faites avec une forte lumière et plutôt un système grossissant pour voir les détails de l'iris. Chez ce chat, la tension était normale, 15 mm de mercure, donc tout à fait normal. Une échographie oculaire a été réalisée, je vais vous la montrer à la suite. Mais déjà, vous, ce à quoi vous devez penser, les deux hypothèses que vous devez poser sont la mélanose de l'iris et le mélanome. Et ça, c'est vraiment à chaque fois la question que l'on se pose face à ces pigmentations, c'est est-ce que je suis face à une lésion qui est finalement très bénigne, qui est la mélanose, puisque cela correspond à une pigmentation mélanique de l'iris, ou est-ce que je suis face à une tumeur, un mélanome, qui est une tumeur qui est très souvent maligne chez le chat, avec un risque de métastase. Donc vous voyez que le diagnostic est très important, car les conséquences sont complètement différentes. Dans le cas d'une mélanose, vous allez uniquement suivre le cas régulièrement tous les 6 mois, par exemple, et les conséquences ne seront que esthétiques, donc il faudra rassurer le propriétaire. Par contre, si vous êtes face à un mélanome, là, il pourra réagir
et même retirer l'œil, faire une énucléation pour éviter une aggravation au niveau de l'œil, une extension de cette tumeur, du mélanome, et même éviter des métastases. Donc vous voyez que les conséquences sont complètement différentes et qu'il est donc très très important de faire un bon diagnostic pour bien trancher entre une mélanome ou un mélanome. Donc, je rappelle que la mélanome ne correspond qu'à une pigmentation de l'iris, rien de plus, c'est une pigmentation mélanine. Quels sont les critères pour différencier? Donc, ce sont des critères cliniques, hein, c'est-à-dire qu'avec votre système grossissant et votre lumière, vous allez avoir des critères qui vont vous permettre de trancher, de diagnostiquer entre une mélanome et un mélanome. Pas dans tous les cas, et c'est là le problème, on va le voir. Mais dans la majorité des cas, vous allez donc pouvoir évaluer l'intensité de la couleur, c'est-à-dire que si la couleur est très foncée, très noire, c'est plutôt en faveur d'un mélanome que d'une mélanome. L'hétérogénéité de la couleur, c'est-à-dire si vous avez une hétérogénéité assez importante comme ici, vous avez plus de chances d'être, je ne dis pas que c'est tout blanc tout noir, hein, mais en tout cas vous avez plus de chances d'être face à une tumeur, un mélanome. Est-ce que la lésion est en relief avec un effet de masse? Lorsque vous avez une masse, vous êtes quasi certain qu'il s'agit d'une tumeur, un mélanome. Lorsque vous avez une infiltration par une tumeur, vous avez aussi souvent une lésion en relief. C'est ça qu'il va falloir apprécier, pour distinguer entre la mélanome et le mélanome. Les déformations pupillaires. Ici, chez notre chat, on voit qu'il n'y avait pas de déformation pupillaire. Mais si vous avez une déformation avec une pupille en D, par exemple, dans ce cas-là, vous êtes plutôt face à une tumeur. Des dépôts de pigments aériens. Là, chez ce chat, on n'avait pas de dépôt de pigments aériens, mais des fois, vous pouvez avoir des dépôts sur la capsule antérieure du cristallin, ce qui est plutôt en faveur d'une tumeur. Et enfin, est-ce que la tension est normale ou pas? Si elle est normale, c'est plutôt en faveur d'une mélanome. Si la tension est augmentée, il s'agit d'un glaucome et très souvent, une tumeur, un mélanome est à l'origine de cette hypertension. Voilà les critères, hein, il y en a 6 ou 7 qui vous permettent d'avoir une idée assez précise et des fois d'avoir un diagnostic précis, définitif, sur la nature de la pigmentation de l'iris du chat. Parfois, il est difficile de trancher. Par exemple, chez ce chat, on avait des éléments en faveur et d'autres en défaveur. Par exemple, on avait chez ce chat une pupille plutôt bien, on va dire non déformée, plutôt en faveur d'une mélanome. On n'avait pas vraiment d'effet de masse, plutôt une mélanome, mais une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on avait des zones plutôt très noires et d'autres zones moins noires, plus marron clair. Donc là, plutôt en faveur d'une mélanome, pardon, d'un mélanome, d'une tumeur. Pas de dépôt de pigment aérien, plutôt en faveur de mélanome, et on était face à on avait une tension normale à 15 mm de mercure, donc plutôt en faveur de mélanome. Donc chez ce chat, on avait plutôt des critères en faveur d'une mélanose, mais étant donné l'âge du chat, 10 ans, et une hétérogénéité de la couleur, en accord avec les propriétaires, nous avons voulu aller plus loin pour être certains du diagnostic, persister un doute, et dans ce cas, il faut savoir qu'il existe une technique qui est la biopsie de l'iris qui va vous permettre de trancher, de conclure entre une mélanome et un mélanome. Donc c'est intéressant, la biopsie de l'iris, lorsque le cas est douteux, ce qui était le cas de ce chat. Donc une biopsie a été réalisée. Je vais essayer de vous passer le film, mais je ne suis vraiment pas sûr que cela passe. Si quelques-uns de vous peuvent me dire si, parce qu'on a en ce moment des petits problèmes avec le film, au pire, je vous la mettrai lors du replay pour ceux qui veulent la voir. Est-ce que cela passe? Est-ce que vous le voyez? Film, ok. Bon, bah, écoutez, si pour certains ça passe, ça fonctionne bien, on va continuer. Donc, vous avez vu que j'ai pratiqué une petite incision de 3 mm de la cornée, d'accord? On injecte un produit viscoélastique pour protéger la chambre antérieure et avec des ciseaux très fins d'iridectomie, on va prélever, vous voyez, faire une petite incision au niveau de la zone douteuse d'un fragment de l'iris. Avec une pince fine, il s'agit d'une pince à capsulo, on prélève le fragment, voilà. Et vous voyez que dans pas mal de cas, il n'y a pas de saignement. Parfois, on peut avoir un petit saignement au moment de l'incision de l'iris.
Mais dans ce cas-là, souvent, ça se gère facilement, ça se stoppe tout seul, ou bien avec l'injection d'adrénaline en intracannulaire, c'est-à-dire dans un champ antérieur, de l'adrénaline qui permet de stopper l'hémorragie. Donc là, chez ce chat, ça n'a pas été nécessaire, car il n'a pas du tout saigné. Une fois que vous avez prélevé votre petit morceau d'iris, donc vous allez l'envoyer au laboratoire, et vous voyez qu'on suture les 3 mm d'incision cornéenne avec 4 points nylon 9,0, des points très desmétiques, et le post-opératoire est vraiment très favorable, très, très simple, juste comme dire anti-inflammatoire, antibiotique, un antibiotique par voie générale. Mais vous voyez que la technique est facile, et le fait d'envoyer à l'analyse dans un labo spécialisé va vous permettre donc de trancher entre les deux. Voici l'échographie qui a été faite chez ce chat, où l'échographie qui va vous permettre d'avoir, là il s'agit d'une échographie haute fréquence, c'est des sondes de 22 MHz que nous utilisons à la clinique, et cet examen qui va vous permettre d'avoir plus de détails au niveau de l'épaisseur de l'iris, de la structure de l'iris. Donc là vous avez une coupe de cet œil, que l'on a ici, de ce cas qui était douteux. Mais la cornée ici qui est bien visible, avec l'épithélium et l'endothélium, le stroma qui est hypoécogène, la chambre antérieure, le cristallin et l'iris. D'accord? L'iris qui est hyperécogène et qui, chez ce chat, était plutôt, paraissait un peu épaissi. C'est aussi ce qui nous a poussé à faire la biopsie. Donc légèrement épaissi par rapport à la normale, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, même avec une sonde de 22 MHz, d'apprécier l'épaississement. Mais parfois, ça nous permet, là encore, de distinguer le mélanome d'un mélanome uniquement avec l'échographie. Donc là, dans ce cas, la biopsie a été faite, et il s'agissait d'une mélanose. Donc pas besoin d'énucléation de ce chat, pas besoin d'énucléer, même si le cas était douteux, il n'y avait pas de tumeur. Voici pour montrer l'échographie chez le chat en question, que vous avez vu, et voici un cas extrême. Vous savez que là, l'échographie est plus pour voir l'extension, plus que pour le diagnostic, car le mélanome est évident. Vous voyez que l'iris ici est très 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 épaissi. On a le cristallin ici, un iris qui a plus de 4 mm d'épaisseur, plus de 5 mm, donc très épaissi, car cet iris était le siège d'un mélanome. Donc, énucléation de cet œil-là. Voici l'aspect post-opératoire chez ce chat, donc il présentait, donc, une fois qu'on avait reçu l'histo, on savait qu'il présentait une mélanome. Vous voyez que la cicatrisation se fait bien. Donc là, on a une petite synéchie postérieure due à l'inflammation localisée à l'endroit du prélèvement. Donc petite déformation pupillaire, mais vous voyez que l'œil est quasiment plus inflammatoire. La cicatrice là, est cachée par la paupière supérieure. Et on a un œil qui reste fonctionnel, que vous allez contrôler tous les 6 mois car il s'agit d'une mélanome, mais qui n'a pas été énucléée. Voilà, donc cette technique permet d'éviter des énucléations des fois qui sont faites parce que on craint un mélanome, on sort le parapluie, donc on retire l'œil, mais dans ce cas-là, ça aurait été vraiment dommage de l'énucléer sans savoir. Donc, diagnostic et suivi, retenir que pour la mélanose, on pratique un suivi tous les 6 mois, et lors de mélanome, une énucléation. Il n'y a pas, là, c'est très simple, il n'y a pas d'autre solution. Voici le cas numéro 4, un chat européen, mâle de 1 an, qui vous est présenté avec des opacités dans la chambre antérieure. L'état général du chat était bon, il avait un changement d'aspect des 2 yeux, comme vous le notez, et ce, depuis 8 jours. Donc c'est assez récent. À l'examen ophtalmo, donc en biomicroscopie, avec un système grossissant et avec un scan lumineux, vous voyez qu'on avait de la fibrine et du sang dans la chambre antérieure. C'est qu'on nomme un hyphéma. L'hyphéma, c'est le sang dans la chambre antérieure, et hypopion, c'est la fibrine dans la chambre antérieure. Donc ce chat avait un double hyphéma-hypopion dans les 2 yeux. La tension était normale, 12 à droite, 14 à gauche. Là, le diagnostic, là encore, il est clinique. Vous êtes face à une uvite antérieure bilatérale. Le diagnostic des uvites est très simple, c'est clinique. Vous avez la fibrine dans la chambre antérieure ou l'hypopion, un effet tyndal, donc un flou dans la chambre antérieure, des adhérences entre l'iris et le cristallin, une iritis, c'est-à-dire la congestion des vaisseaux aériens,
Une hypotension parfois, qui est le signe d'une inflammation, d'une uvite. Donc le diagnostic, il est clinique. Avec juste ces quelques signes, vous pouvez dire que le chat est atteint d'uvite. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de trouver la cause de ces uvites. Là, ça nécessite par contre des examens complémentaires. Donc là, il s'agissait d'une uvite antérieure bilatérale, avec hyphémalpopion, iritis, on voit l'iris qui présente une congestion des vaisseaux à ce niveau-là, et ici. Un myosis modéré, ça on voyait en comparaison avec l'autre œil, et une déformation pupillaire due aux adhérences entre l'iris et le cristallin. Une échographie est pratiquée et va permettre d'éliminer certaines hypothèses, comme une tumeur par exemple. Ici, on voyait un épaississement, on voyait l'iris qui est légèrement congestionné, le cristallin transparent qui est en place, le vitré qui était bien transparent, pas de décollement de rétine, mais par contre, on a ici un hypopion. Vous voyez, ça correspond à ce que vous voyez ici. Donc en coupe, en échographie, vous avez l'hypopion. Donc c'est la fibrine qui est bien collectée, hein, comme on dit. Hypopion, hyphéma. Les examens complémentaires, on les réalise, non pas pour le diagnostic, vous l'avez compris, mais pour trouver la cause. Car il y a une liste à rallonge que je pourrais vous faire de causes infectieuses, bactériennes, virales, parasitaires, tumorales, énormément de causes de ces uvites. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on ne fait pas tous ces examens, car ça multiplierait les examens, les frais, pour finalement, peu d'intérêt, on va le voir pourquoi. Par contre, lorsque vous avez une uvite comme celle-ci, vous allez vous allez pratiquer ces examens-là, une numération formule, une électrophorèse des protéines, des sérologies, leucose, FIV, péritonite infectieuse et toxoplasmose, qui sont les agents graves et caractéristiques, des causes d'uvite, qu'on recherche quasi systématiquement lorsqu'on a une uvite d'origine infectieuse, et parfois une fonction numérateuse pour rechercher par PCR la toxoplasmose ou la péritonite infectieuse féminine. Comme vous le savez, les sérologies ne sont pas toujours très fiables, il y a des faux positifs lors de PIF, et donc la fonction numérateuse va être beaucoup plus précise en recherchant le virus de la péritonite infectieuse par PCR. Chez ce chat, tous les tests étaient revenus négatifs. Donc les autres causes, traumatiques, tumorales, infectieuses et idiopathiques dans 50% des cas, ce qui est énorme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne se lance pas non plus dans une batterie de tests trop importante, car il faut savoir en tête que 50% des cas d'uvite sont idiopathiques chez le chat. Et on considère qu'elles seraient très probablement d'origine dysimmunitaire. D'autre part, le traitement de ces uvites est commun, c'est-à-dire quelle que soit la cause, vous allez faire le même traitement. Mais après, il est important de savoir si le chat est atteint d'une PIF, par exemple, ou pas, pour des questions plus de pronostic. Mais par rapport au traitement, le traitement va être le même. Ce traitement de l'uvite, ce sont les anti-inflammatoires, corticoïdes, c'est la base du traitement de l'uvite, en injection sous-conjonctivale, en topique avec un collyre type DEXA, méthazone qui pénètre bien, comme le maxidrol en collyre ou en pommade, et par voie générale, avec une corticothérapie, jour alterné avec des doses classiques, 0,5 et 1 mg kg par jour. L'atropine en collyre, qui fait aussi partie de la base du traitement de l'uvite antérieure, donc l'atropine qui est un idéatique, antalgique, c'est un des meilleurs antidouleurs de l'œil, et qui va permettre de dilater la pupille pour éviter des adhérences entre l'iris et le cristallin. Donc une goutte matin et soir pendant 6 jours lors du d'uvite. Et les antibiotiques par voie générale, que l'on emploie en général, ce sont les tétracyclines, qui pénètrent bien à l'intérieur de l'œil et qui vont être actifs sur certains agents infectieux, comme par exemple la toxoplasmose. Voilà, donc traitement, là il s'agit du traitement général de l'uvite antérieure avec anti-inflammatoires, corticoïdes et atropine, antibiotiques par voie générale, et enfin, traiter la cause. Si par exemple c'est des causes bactériennes, vous allez traiter la bactérie de la bactérie. Si c'est un foyer infectieux à distance, vous allez traiter ce foyer infectieux. Dans le cas présent, il s'agissait, comme je vous l'ai dit, tous les tests sont revenus négatifs. Donc, il s'agissait d'une uvite d'origine idiopathique. C'était donc très fréquent. Et chez ce chat,
La cause n'a pas été mise en évidence, mais le traitement a permis d'avoir une bonne résorption des symptômes avec, vous le voyez, résorption de l'hyphéma et du copion. L'iritis qui a disparu, vous voyez ici les vaisseaux congestionnés et qui ont quasiment disparu. La pupille qui retrouve une taille normale, après là on était plutôt en myosis, une rougeur qui a disparu. Donc un bon traitement, on a réussi à obtenir une bonne guérison de cette uveitis chez ce chat. Ici, je vous montrais un cas un petit peu similaire. Il s'agissait d'un très jeune chat, un chaton, qui avait aussi un hypopion, ici. Mais chez ce chat, on l'a testé, il était positif, sérologie PIF positif. On a fait un prélèvement, donc une ponction numéraqueuse, donc un prélèvement donc on prélève 0,5 ml de numéraqueuse après anesthésie du chat, et on a envoyé cette numéraqueuse à l'analyse en recherche PCR de péritonite infectieuse, de PIF, qui s'est révélé être positif. Donc là, parce que c'est sur le prélèvement de l'uréaqueuse, les faux négatifs sont très faibles. Voici les véites hypertensives. On peut avoir des uvites qui évoluent en glaucome, dû à des adhérences entre l'iris et le cristallin, comme ici. Donc on parle de synéchite postérieure, on le voit bien avec l'échographie. Le cristallin qui est cataracté, secondairement à cette uvite, et les adhérences, on les voit très bien entre l'iris et le cristallin. Ces synéchites font que l'huméraqueuse circule moins bien à l'intérieur de l'œil, et donc l'évacuation de l'huméraqueuse se fait moins bien, et vous avez une augmentation de la tension dans cet œil, et donc c'est ce qu'on appelle l'uvite hypertensive. Ce sont des glaucomes secondaires à l'uvite. Et chez ce chat ici, on avait une tension de 48 mm de mercure, donc très élevée, puisque la norme est entre 10 et 20. Les effets secondaires de l'atropine chez le chat, on me pose la question. Oui, salivation, le chat peut même mousser énormément, donc toujours prévenir le propriétaire de ces effets secondaires. Voici chez un chat une cataracte secondaire à une uvite. C'est la principale cause de cataracte chez le chat, c'est l'uvite antérieure. Donc ce chat avait une uvite qui a conduit à une cataracte. Ici, pareil, on avait une cataracte secondaire à l'uvite. On voit la congestion de l'iris, qui est très importante ici. Donc on avait une belle uvite, avec secondairement une cataracte, comme ici, et secondairement une luxation antérieure du cristallin. Donc c'est l'évolution assez logique, avec uvite, cataracte secondaire, luxation du cristallin secondaire et glaucome secondaire avec des uvites qui sont parfois hypertensifs. Voilà, je voulais vous montrer que quand on a des adhérences entre l'iris et le cristallin, donc là vous avez le cristallin, c'est une échographie avec une sonde haute fréquence, vous avez ces adhérences qui font qu'on a ce qu'on appelle un iris en tomate, c'est-à-dire que vous avez l'iris qui va être un peu bombé parce que l'huméraqueuse ne peut plus circuler, ne peut plus passer à ce niveau-là, entre l'iris et le cristallin, pour atteindre l'angle iridocornéen qui est à ce niveau-là, et donc vous allez avoir une poussée de glaucome, donc une uvite hypertensive. Dernier cas, qui va être rapide, vous avez un chat européen mâle de 14 ans qui est présenté à la consultation avec une cécité depuis 8 jours. D'après les propriétaires, le chat est devenu complètement aveugle, c'est-à-dire qu'il se cogne, il n'arrive plus à sauter du canapé, il est complètement perdu. Donc en 24 heures, la cécité a été observée par le propriétaire. Ce chat présentait aussi un souffle cardiaque. À l'examen ophtalmologique, on note une mydriase des deux yeux, vous voyez la pupille complètement dilatée, des réflexes de clignement à la menace et des réflexes photomoteurs complètement négatifs, ce qui confirme la cécité, puisqu'il n'y a plus de réflexes de clignement à la menace. Il y a l'ophtalmoscopie, avec votre ophtalmoscope, mais même presque à l'œil nu. Là, vous pouvez voir ici à l'œil nu que on a le décollement de rétine à gauche, des hémorragies, donc il n'y a même pas besoin de faire de fond d'œil, et une hémorragie du fond de l'œil à droite. Donc là, ce cas est intéressant parce que pas besoin de faire d'ophtalmoscopie, quasiment à distance, vous pouvez faire votre diagnostic. Donc de décollement de rétine et d'hémorragie vitréenne et rétinienne. Parfois, le cas n'est pas aussi évident que ça. Vous faites une ophtalmoscopie, je vais vous montrer des images d'ailleurs de fond d'œil qui vous montreront ces hémorragies ou ces décollements. Donc là, voilà le chat en question, pardon, un autre chat. Il s'agit d'un autre chat avec une hémorragie uniquement de la chambre antérieure et un œil gauche qui était l'aspect normal. Donc ça peut être unilatéral ou bilatéral. Voilà l'aspect de l'œil vu de plus près. Donc on voit l'hémorragie massive de la chambre antérieure.
Lorsque vous avez ces chats, alors ce qu'il faut retenir, chats âgés, plus de 10 ans, avec des lésions oculaires hémorragiques, éventuellement décollement de rétine, souvent cécité secondaire, toujours mesurer la tension. Pensez à une hypertension artérielle. Voilà, c'est vraiment l'hypothèse numéro 1. Vous mesurez la tension artérielle chez ces chats, et chez le chat en question, on avait une tension, chez les 2 chats que je vous ai montrés, qui dépassait 220 mm de mercure. On a pu conclure à une hypertension artérielle. Les causes, bon là ça dépasse un peu le cadre de l'ophtalmo, mais les causes classiques, c'est l'IRC, l'insuffisance rénale chronique, les CMH, cardiomyopathie hypertrophique, les causes rénales, cardiaques et l'hyperthyroïdie. Voilà les 3 grandes causes d'hypertension artérielle chez le chat. Donc elle est souvent secondaire, rarement primaire. Des examens complémentaires à effectuer, une prise de sang pour l'urée créatinine T4, donc pour mieux préciser la cause de l'hypertension artérielle, une écho du cœur aussi pour mieux préciser la cause, et vous trouverez souvent des CMH associés. Chez ce chat, il y avait un souffle cardiaque, et l'échographie cardiaque a permis de préciser, de confirmer une CMH, cardiomyopathie hypertrophique, responsable de l'hypertension artérielle. Le traitement qui fait consensus de l'hypertension artérielle, dans un premier temps, c'est l'amodipe, qui vient d'être mis sur le marché vétérinaire. Je pense que vous l'utilisez, donc c'est un des meilleurs hypotenseurs, donc dans le cadre de l'HTH chez le chat. On commence avec une posologie de 1,5 comprimé par jour et par chat de 4 kg. Voici donc après traitement, donc ce chat qui était à 220 mm de mercure est abaissé un mois après à moins de 160 mm de mercure, donc la modif qui a très bien fonctionné, qui a permis d'abaisser sa tension et qui a permis d'obtenir une résorption des hémorragies. Vous voyez ici, au temps T0, et bien voilà, un mois après, on voit que les hémorragies sont bien résorbées, et voici à 3 mois, les hémorragies de la chambre antérieure se sont complètement résorbées. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ces chats, vous pourrez avoir parfois, alors je dis bien parfois, vraiment pas systématiquement, vous pourrez avoir des résorptions, des guérisons de décollement de rétine, comme chez ce chat, qui était donc hypertendu. On a mis en place, donc il y avait un décollement de rétine, comme vous le voyez ici, là l'échographie le montre très bien, décollement de rétine complet, le chat était aveugle, et un mois après, vous avez un recollement de la rétine, avec uniquement un traitement hypotenseur. Donc voilà, ce cas est assez spectaculaire, mais on a pas mal de cas comme ceci, de guérison des lésions oculaires, donc résorption des hémorragies, recollement des rétines, lors de décollement des rétines. Si la rétine n'est pas trop décollée, vous allez avoir des recollements, et la vision qui revient chez certains chats. Ce n'est pas systématique, mais on a beaucoup de cas très spectaculaires avec ce traitement hypotenseur. Et des chats qui revoient après ce traitement, après un mois de traitement. Ici, pareil, c'est l'autre œil. Là, vous avez vu l'œil droit, voilà l'œil gauche avec un décollement de rétine quasi complet, en fleur de liseron. Et voilà l'échographie un mois après, où on voit que la rétine est complètement recollée et le chat a pu revoir. Voilà, c'était un peu dense, mais je voulais vous montrer ces 5 cas très caractéristiques du chat. Pour moi, c'était une évidence de vous montrer ces 5 cas lorsqu'il a fallu que je fasse le choix, parce que vraiment les plus fréquents, les plus typiques du chat. L'herpès oculaire, donc, le plus fréquent, le séquestre cornéen, qui est une lésion typique du chat. La mélanose et le mélanome, parce que souvent on est embêté pour distinguer ces lésions de l'iris, et vous avez vu que les conséquences sont complètement différentes entre un suivi et une manipulation. L'uvite antérieure du chat, très classique aussi, c'est vraiment un des motifs de consultation les plus fréquents, qui sont très faciles à diagnostiquer. L'uvite, on ne la rate pas, mais par contre, trouver la cause, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà, il y a des tests à effectuer et parfois être humble et se dire que la cause ne va pas être identifiée et que beaucoup de cas sont idiopathiques. Et enfin, un grand classique, surtout avec le vieillissement maintenant de la population des chats, donc chez les chats âgés entre 10 et 20 ans, ces lésions oculaires, d'hémorragie, de décollement de rétine qui sont secondaires à une hypertension artérielle et qui se traitent bien avec les nouveaux traitements disponibles. Voilà, je vous remercie. Je
vais répondre à vos questions. Donc, il s'agissait d'un séquestre chez un chat. Je voulais vous annoncer la nouveauté. Là, dans quelques semaines, va paraître un nouvel ouvrage que j'ai eu la chance d'écrire avec Charles Cassagne et Gilles Chaudieu, qui traite des conduites à tenir en ophtalmologie du chien et du chat. Donc, c'est un ouvrage très synthétique sur comment gérer les cas avec toutes les conduites à tenir. Donc ça, vous pouvez le retrouver bientôt et TVM distribue quelques exemplaires. Voilà, je vous remercie. Merci pour toutes vos réactions là. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, on a quelques minutes, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à les poser par écrit et je vous répondrai avec plaisir. Pas de questions. Voilà, lysine et herpès. Vous savez que je vous avais dit que j'y reviendrai. Donc, c'est vrai que la lysine est un complément alimentaire. C'est la L-lysine qui est distribuée depuis une dizaine d'années sur le marché vétérinaire. Donc, la L-lysine et l'énisine, ce sont les deux noms déposés. Donc, plutôt appétant, on a des formes appétantes qui sont disponibles. Donc, c'est vrai qu'on le prescrit, enfin, l'indication, c'est l'herpès du chat. Donc, il y a eu des études qui ont montré l'intérêt de la lysine, car la lysine freinerait la multiplication de l'herpès au niveau oculaire. Et le mode d'action, c'est une compétition entre la lysine et l'arginine. L'arginine qui rentre dans le métabolisme de l'herpès. Donc, l'arginine participe à la multiplication du virus herpès et la lysine va entrer en compétition avec l'arginine et va donc stopper la multiplication de l'herpès. Donc, ça a été prouvé par des études au niveau, comment dire, ça a été montré que ce mode d'action que je vous ai expliqué. Mais par contre, il y a des études très contradictoires au niveau de la clinique. Voilà, donc on peut le prescrire, c'est un acide aminé, donc aucun effet secondaire, et on le prescrit surtout en prévention des récidives. Lorsque vous avez un stress qui est identifié, le voyage par exemple des propriétaires, un déménagement, tout stress ou un séjour en clinique, tout stress chez le chat qui peut entraîner une récidive d'herpès, dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne indication de donner en prévention à partir d'une semaine avant de la lysine matin et soir chez ces chats-là et une semaine après aussi le stress qui a été identifié. Autre antiviraux Perros chez le chat. Alors, celui qui est vraiment le plus utilisé, c'est l'Oravir. Après, on a utilisé l'aciclovir. Il y a eu des tests, mais qui ont montré que les résultats n'étaient pas bons chez le chat, contrairement à chez l'homme. Ensuite, on a les interférons, qui sont aussi utilisés plutôt en injectable ou en local. Et Perros, voilà, ce sont ces antiviraux type Oravir ou la lysine. Peut-il y avoir coexistence de lésions d'ulcères herpétiques et de kératite éosinophilique sur un mammifère? Très bonne question. Oui, on a très fréquemment la coexistence des deux. Et ça complique énormément le traitement, car le traitement de la kératite éosinophilique, ce sont les corticoïdes, et ces corticoïdes sont contre-indiqués lors d'herpès. Donc c'est assez compliqué à gérer. Donc du coup, on privilégie, tout dépend de ce que vous avez au niveau clinique. Si c'est l'herpès qui prédomine, les lésions herpétiques, bah, vous privilégiez le traitement anti-herpétique et vous traiterez dans un deuxième temps avec des corticoïdes la kératite éosinophilique. Si c'est les éosinophiles qui prédominent et que l'herpès est moins présent, dans ce cas-là, vous axez sur les corticoïdes. Et si vous avez les deux, bah, vous traitez avec corticoïdes plus antiviral. Et ce que je réalise dans ce cas-là, c'est souvent des kératectomies associées à une tarsographie, ce qui va vous permettre de protéger la cornée et de limiter énormément les conséquences néfastes des corticoïdes sur ces yeux qui présentent un herpès.
Non, pas de, on me pose la question sur les risques de dessèchement de cornée avec les antiviraux. Pendant un mois, pas de risque de dessèchement. Alors, il y a pas mal de questions sur la ponction numéraqueuse. C'est vrai que j'aurais pu vous mettre une vidéo. C'est pas un geste très compliqué, mais c'est délicat. Donc, à faire sous anesthésie générale, donc vous anesthésiez votre chat, d'accord. Vous le placez de façon à avoir la tête plutôt sur le décubitus dorsal pour avoir l'œil dirigé vers le haut, d'accord, avec le plan d'iris parallèle à la table. Okay. Ensuite, vous allez mettre en place un blépharostat pour écarter les paupières. Vous allez désinfecter localement avec de la bétadine solution diluée et avec une petite pince dans une main et une aiguille, enfin une seringue de 1 ml, donc seringue à insuline, et une aiguille orange, hein, donc pareil à insuline, montée sur votre seringue. Vous allez délicatement pénétrer au niveau du limbe cornéen, donc à la jonction entre la cornée et la sclère. Vous allez pénétrer de façon parallèle au plan de l'iris, pour ne pas toucher l'iris, hein, donc parallèlement. Vous allez pénétrer à l'intérieur du globe oculaire, de la chambre antérieure, et vous allez prélever quelques gouttes, 0,3 ml, environ 0,5 ml du Noraco. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir un affaissement dôme cornéen, c'est normal, ça va se reconstituer assez vite. Vous ressortez tout de suite votre seringue et vous allez donc pouvoir envoyer le prélèvement à l'analyse. Ensuite, au niveau de l'œil, on prescrit des anti-inflammatoires en local, type dexaméthasone, et on peut avoir parfois un petit saignement, ça peut arriver, mais donc un là, mais qui disparaît en quelques jours. Voilà, j'ai essayé de vous l'expliquer, un petit peu de le mimer. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon, mais ça fera l'objet d'une prochaine conférence sur la ponction. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, ces fonctions du maraqueux sont délicates, mais voilà, délicates parce que saignement possible, prendre des précautions d'asepsie, mais pas très complexes. La mélanose risque-t-elle d'évoluer en mélanome? C'est une bonne question, on me pose souvent la question, les propriétaires aussi. Personnellement, en 20 ans, je n'ai jamais vu de mélanome se transformer en mélanome. Et il n'y a pas d'article qui montre une transformation. Une mélanose reste une mélanose, et un mélanome reste un mélanome. Il n'y a pas de transformation de mélanome en mélanome. Par contre, il m'est arrivé en 20 ans d'avoir quelques cas de mélanome sur lesquels j'ai eu par la suite un mélanome. Et mon sentiment, mais ça reste empirique, c'est que c'était indépendant. C'est-à-dire que, entre guillemets, on peut avoir la peste et le choléra. Je pense qu'il n'y a pas de lien entre la mélanose et les mélanomes. Pour avoir suivi énormément de mélanose et constater qu'il n'y avait pas de transformation, je ne crois pas à la transformation de l'un en l'autre. Je pense que ce sont vraiment deux lésions complètement différentes. Le taux de dilution de la bétadine pour la désinfection de l'œil. La bétadine solution doit être diluée à 1/10, parce que vous la placez au contact de l'œil. Donc vous diluez à 1/10 et ensuite vous laissez 30 secondes à 1 minute et vous flushez avec du sérum physiologique stérile. Au sujet des antibiotiques locaux, une préférence pour collyre ou pommade? Alors, moi j'utilise personnellement beaucoup les collyres. Le choix va se faire déjà en fonction de la capacité du propriétaire à le mettre. Vous savez que les propriétaires chez le chat ont beaucoup de mal à mettre des produits anthropiques. Donc, souvent je pose la question, est-ce que vous pensez que le collyre, est-ce que vous arriverez à mettre un collyre ou une pommade? Qu'est-ce que vous préférez? Moi je les utilise plutôt indifféremment. Plutôt la pommade, lorsque les propriétaires ont du mal, ils ne vont pas pouvoir en mettre beaucoup parce que la rémanence de la pommade permet de limiter un petit peu le nombre d'applications, d'instillations. On est à 3 ou 4 fois par jour pour les collyres, on peut réduire à 2 fois par jour pour des pommades. En théorie, mais ça reste en théorie, les pommades limiteraient l'oxygénation de la cornée et donc seraient à proscrire lors d'ulcères, en tout cas lorsque vous avez des lésions cornéennes par une diminution de l'oxygénation cornéenne. Bon, ça me semble
théorique. Je pense qu'en pratique, voilà, on peut utiliser sans problème des pommades type Ophtalon, Pénicilline pommade, Tondrex pommade en pharmacie, sur les cornées, faisant des lésions type ulcère ou kératite, sans souci. Donc, collyre ou pommade, tout dépend voilà, de la capacité du propriétaire à les instiller et de sa facilité à mettre l'un ou l'autre. Pourquoi suivi du mélanose tous les 6 mois, si bénin et pas d'évolution en mélanome? Parce que vous n'êtes jamais sûr à 100% de votre diagnostic. Là, j'ai montré des cas où les critères étaient très en faveur du mélanose, mais c'est vrai que tout cas est finalement douteux. Donc c'est vrai que par précaution, on préfère les suivre. J'ai montré pour les cas très douteux la possibilité de faire du biopsie. Lorsque vous avez diagnostiqué, lorsque vous n'avez aucun des critères, vous allez diagnostiquer une mélanose, mais suivi est préférable. Je vais vous donner une comparaison toute bête. Le dermatologue qui va suivre vos grains de beauté, il vous dit c'est un grain de beauté, il ne vous dit pas voilà, risque très important de mélanome, suivi régulier, il fait un suivi de grains de beauté régulièrement, mais par précaution. C'est un petit peu le même principe chez le chat. Écoutez, je vous remercie. Merci pour vos questions. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine webconférence. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans un deuxième temps par mail. Il n'y a aucun problème. Merci à vous et à bientôt.